Vous n'avez pas encore défaire le parti des médias ? Philippe Millot et Martial Bild seront en dédicace à Paris le 15 septembre prochain à la Nouvelle Librairie. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle rentrée scolaire. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, ressourçantes, reposantes, qui ramènent du sable, etc. avec vos familles et surtout que la rentrée s'est bien passée et sans encombre pour vos plus petits enfants. Au programme de cette rentrée, justement, on va mettre les enfants au sport grâce au conseil de Gérald Michiara, le célèbre major de l'armée française, spécialiste du sport, grand champion et qui est papa lui-même. Et puis avec Anne-Sixtine Pererdel, on reviendra sur ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité des familles et notamment une certaine campagne de pub d'un certain planning familial. Et enfin, il y aura une petite chronique consommation qui me fait très plaisir avec ce que j'appellerais un jeu propre et compact que j'ai validé pendant les vacances, la peinture magique. Et c'est vraiment magique, vous allez voir. Les femmes et les enfants d'abord, c'est parti. On est en pleine rentrée des classes et la rentrée des classes, c'est aussi le moment où on réfléchit à inscrire ses enfants à des activités périscolaires. Alors bien sûr, il y en a tout un tas. On peut faire de la musique, de la pâtisserie, des jeux, etc. Mais pour un esprit sain, dans un corps sain, ce qui est important, c'est le sport. Et justement, j'ai un spécialiste avec moi du sport, un athlète français, un ancien champion de boxe, entre autres, de sport de combat plus généralement, Gérald Michiara. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous par Skype. Je voudrais vous poser comme première question, quel est l'intérêt de faire du sport pour un enfant? Et surtout, à partir de quel âge est-ce qu'on commence à se préoccuper de lui trouver des activités sportives? Alors, dans un tout premier temps, il est important que l'enfant soit vu par un médecin, un pédiatre, qui lui déterminera son aptitude pour les activités physiques en fonction de sa morphologie et en fonction de ses aptitudes aussi. Voilà, donc c'est très important que dans tous les cas de figure, il faut passer par l'étape médecin, pédiatre. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut, c'est au départ que l'enfant se fasse plaisir, notamment s'il est très jeune, hein, si on commence le sport pour lui en club aux alentours de l'âge de 4-5 ans, si les clubs le prennent. Au moment que ce soit du sport plaisir, ce sera essentiellement, dans les encadrements, ce sera de la découverte au sport, de l'initiation au sport. On va amuser l'enfant, l'éveiller à l'activité. Génial. Alors vous-même, vous avez commencé le judo à 5 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous recommandez les sports de combat pour les garçons, les filles et puis à partir de quel âge, pareil, si jamais il y a une appétence vers ce genre de sport? Tout en reprenant les paramètres que je viens de vous indiquer. Ensuite, les sports de combat aujourd'hui ont des écoles éducatives. Hein, c'est de la motricité, de l'éveil à la motricité, où chaque activité va les emmener progressivement sur la pratique de l'activité. Donc aujourd'hui, les fédérations françaises ont mis en place un cursus d'apprentissage pour les très jeunes, comme ça, pour les emmener à la découverte du sport et peut-être plus tard à la pratique. Mais ce qui est très important, c'est que l'enfant soit orienté là où ça l'intéresse au départ. Quelles sont les valeurs que transmettent le sport de combat et vers quel enfant on cible pour un sport de combat? Je pense évidemment à un petit garçon qui serait très dynamique, un peu bagarreur, ça lui conviendrait. Une petite fille, ce serait plutôt quel trait de caractère? Là, c'est envisagé pareil, hein, avec un médecin au départ, éventuellement un psychologue, parce que si c'est un petit qui est dynamique mais agressif, Ouais. on va peut-être le canaliser de manière différente. Voilà, donc c'est bien des paramètres à prendre en considération par les parents au départ. Mais ensuite, voilà, c'est une très très bonne école. Le sport de combat apprend beaucoup de vertus, beaucoup de valeurs, notamment la connaissance de soi-même, l'apprentissage de techniques. Et puis après, plus tard viendra, si il devient un pratiquant assidu, là, peut-être la compétition avec bien sûr la notion de dépassement de soi que l'on recherche. Alors, souvent, les pédiatres recommandent aux enfants de ne pas faire trop de sport non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit à trop haute intensité pour ne pas freiner le développement. Justement, qu'est-ce qui va être très complet pour les enfants
et qui sera suffisant pour dépenser toute cette belle énergie qu'ils ont en eux? Qu'est-ce que vous Déjà, voilà, recommandez? ils ont de l'énergie, donc il faut l'utiliser à très bon école. Donc en général, voilà, ils conseillent aux alentours de 4 à 5 heures de pratique de sport par semaine. Voilà, je pense que c'est une bonne fourchette. C'est à prendre aussi à voir avec le pédiatre si l'enfant il est capable d'encaisser cette tranche, parce qu'il y a aussi le problème de l'école. Voilà, si l'école le fatigue trop, etc. Mais voilà, sur du 4-5 heures d'entraînement physique, c'est correct pour un enfant de 7 ans. Nickel. Alors, vous êtes papa vous-même, et d'ailleurs, sur votre chaîne personnelle, on voit que vous faites du sport avec votre fils qui est maintenant grand. Est-ce que, justement, on peut envisager aussi, je ne sais pas si on n'a pas beaucoup les moyens ou pas forcément l'emploi du temps qui convient pour les clubs de sport, de faire du sport entre parents, enfants? Est-ce que c'est possible, et quel type d'exercice vous recommandez? Alors, c'est possible. Ça reste compliqué parce que les enfants ne font pas toujours ce qu'on leur demande de faire. Voilà. Par contre, il y a un proverbe qui dit il va faire ce qu'on fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on va montrer l'exemple, il va suivre. Et puis, les enfants aiment le jeu. Voilà, si on joue au football avec eux, ils vont jouer. Moi, je sais que j'essayais de montrer beaucoup de sports, type un peu musculation, type un peu sport de combat. Je m'entraînais beaucoup, de manière à ce que les petits le voient. Donc, ça leur donnait l'envie de suivre un petit peu ce chemin-là. Après, on verra par la suite si ça se poursuit. Mais il y a une notion d'exemple. Voilà, si on leur montre, ils vont suivre ce canevas-là. Et c'est essentiel. Et en plus, pour les parents, c'est excellent. Pendant qu'on fait une pompe avec un petit sur le dos, c'est tout de suite un peu plus costaud. Ça rajoute du lest gratos. Oui. Pas besoin d'aller à la salle. Les enfants aiment le jeu. Les enfants, ils aiment s'amuser. C'est la priorité pour eux, c'est le jeu. Donc, si on peut leur emmener sous forme d'amusement, voilà, tous les enfants, ils aiment jouer au ballon. Hein. Vous mettez deux pulls pour simuler une page de football. Vous organisez un petit match dans une fratrie ou avec des amis. Et ça a toujours un effet dynamisant. Ça match. Un beau succès, exactement. Comment est-ce qu'on fait pour développer l'esprit d'équipe des enfants et surtout leur esprit de compétition? Est-ce qu'il y a des petites techniques, des choses à conseiller? Alors, l'esprit de compétition, il faut quand même le laisser pour plus tard. Hein. Ce sera vraiment le travail des entraîneurs, des clubs. Au départ, l'enfant, il aime jouer. Il faut l'emmener au plus possible par le jeu. De toute façon, toutes les fédérations françaises, aujourd'hui, dans les différentes disciplines qui peuvent être enseignées, ont mis en place des systèmes d'apprentissage au travers de jeux et d'apprentissage pour leur donner le goût et l'envie de poursuivre et de se développer. Est-ce que vous avez un dernier message à transmettre à la jeunesse? Faites du sport, peut-être? Oui, bien sûr, les activités physiques sont essentielles. Hein. Il faut être bien suivi sur le plan médical, bien suivi, bien cadré dans l'entraînement pour pas commettre de surentraînement ou pas commettre d'erreurs d'apprentissage. Et bien évidemment, il faut faire du sport, il faut apprendre à travailler avec son corps, découvrir ses capacités. Merci beaucoup Gérald Michiara. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre chaîne personnelle sur YouTube, Gérald Michiara. Je vous remercie donc pour tous ces beaux conseils qui donnent effectivement envie de s'y mettre en famille, pourquoi pas. Et maintenant, on va passer à l'actualité des parents. La rentrée, c'est toujours une période chargée pour les parents, évidemment, mais c'est aussi une période qui est chargée pour l'actualité. Et il ne fallait pas passer à côté, notamment d'une nouvelle campagne associative. On en parle tout de suite avec Anne-Sixtine Perardel. Elle est conseillère en vie affective et sexuelle. On l'écoute. Anne-Sixtine Perardel, le planning familial a lancé une nouvelle campagne avec une affiche qui mentionne la phrase suivante. Au planning, les hommes aussi peuvent être enceints. Qu'est-ce que ça vous évoque finalement tout ça ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une manière de présenter les choses qui n'est pas du tout habituelle. C'est-à-dire que quand on dit un homme enceint, on comprend bien qu'il y a une volonté de transformer la réalité. En fait, on est dans le vocabulaire transactiviste, dans toute la logique de la théorie du genre, de cette application en fait d'une nouvelle pensée sur la personne. Et cette nouvelle pensée qui vise à déconstruire absolument tout et dire que la personne humaine, dans son corps, finalement, n'est pas si important que ça. Être une femme, c'est plus avoir un corps de femme avec un utérus, avec une manière d'être spécifiquement féminine. C'est un être qui va se reconnaître
qui a le droit de s'autodéterminer femme. Voilà, donc du coup, n'importe qui peut devenir une femme enceinte. En fait, non. De fait, un homme enceint, ça va être une femme qui a qui s'est déclarée homme et qui a en fait gardé son utérus. J'ai regardé, du coup, je me suis renseignée sur le financement. Ils reçoivent 272 000 € par an de l'État pour leurs actions, à la fois d'éducation affective et sexuelle, à la fois d'accompagnement des femmes sur les questions d'avortement, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce financement pour cette campagne pose réellement un problème parce que en termes de filiation, pour moi, ce qui va être extrêmement grave, c'est qu'on apprend à des enfants en fait qu'un homme peut être enceint justement et peut avoir des enfants. En fait, dans la filiation, non, il y aura toujours besoin d'une gamète mâle et d'une gamète femelle. Et la paternité, la maternité est un peu plus vaste que simplement une histoire de génitalité ou de gamètes. Et en fait, pour moi, c'est un mensonge d'État en fait qui est financé à travers cette association. C'est un peu grave de dire ça, mais il faut se rendre compte qu'on n'est pas justement sur une petite modification de vocabulaire. Non, les conséquences, ça veut dire que pour procréer, en fait, on peut avoir un homme qui a des enfants et on va jouer sur ce vocabulaire pour dire une nouvelle histoire en fait humaine. Chez les féministes, tout le monde n'est pas d'accord. On a l'exemple de Dora Muto et Marguerite Stern qui sont montées au créneau pour expliquer que les seules personnes qui pouvaient être enceintes étaient des femelles adultes. Encore une fois, qu'est-ce que ça vous évoque, Anne-Sixtine Perardel ? Alors déjà, le terme femelle, c'est un terme qui est réservé normalement à la sphère animale. Et donc, même si nous sommes des animaux rationnels, nous sommes quand même des animaux rationnels. Donc cette définition est un peu limitée, en fait. Et surtout, en fait, ce qui est assez révélateur du mouvement féministe, c'est qu'elle ne s'accorde pas sur la définition, sur les points de ce que c'est qu'une femme, en fait. Simplement, alors qu'elles sont censées être féministes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le féminisme va chercher, même Sylviane Agacinski, va chercher à poser des limites quand même, dans le sens où elle pose une question qui est très intéressante et qui dit: le féminisme doit-il aller jusqu'à la suppression de l'identité de femme? Parce que c'est ça en fait la logique. Finalement, si un homme peut être enceint, qu'est-ce qui fait qu'on va être une femme? Finalement, plus rien du tout. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où ça va aller? Est-ce que ça va devenir une nouvelle norme? Est-ce que c'est un système qui va s'installer sur le long terme? Ça, les mois vont nous le dire, mais ce serait assez logique en fait qu'on continue dans cette voie de transactivité. À des milliards d'années-lumière de notre planète France qui discute du sexe des anges, on a Elon Musk qui publiait sur son compte Twitter: être maman, c'est aussi important que n'importe quelle carrière. Vous, qu'est-ce que ça vous évoque en tant que conseillère en vie affective et sexuelle ? Alors j'aime bien cette remarque parce que en fait Elon Musk, il est quand même spécialiste dans plein d'autres domaines, notamment la science, etc. Et qu'on retienne cette phrase-là de lui, c'est quand même pour moi assez pourquoi pas en fait. Mais il a dit une autre phrase aussi récemment. Il a dit que c'est important que les gens aient suffisamment de bébés pour perpétuer la civilisation. Donc il sort plein de phrases comme ça. Et lui, de fait, il a déjà 10 enfants ou au moins, une dizaine d'enfants. Et en fait, dire qu'être une maman c'est important c'est aussi important qu'une carrière. Je trouve que aussi, être père, il pourrait dire la même chose pour être père. Et j'ai presque envie de dire aussi, c'est un peu hypocrite ce genre de phrase parce que la maternité, comment il l'entend en fait? Parce que la maternité, lui, il a fait appel tout récemment à une mère porteuse. Et donc, si c'est ça, avoir une carrière, ou si c'est ça, moi, je remets en question clairement ce positionnement un peu d'hypocrite, en fait, parce que si la maternité, qui est censée être un acte gratuit, un acte d'amour, un acte d'ouverture à l'autre, est pensée comme une carrière, la carrière, c'est exactement l'inverse. C'est on te paye pour un métier que tu vas faire, pour quelque chose qui est rentable. On est vraiment dans une toute autre logique. Et pour moi, il y a ce biais-là qui est passé avec cette utilisation d'une mère porteuse, il me semble, en 2021, qui vient biaiser un petit peu ce discours qu'il peut avoir. Alors justement, est-ce qu'on peut rebondir sur la notion de maternité et de travail, puisque c'est complètement, je pense, ce que vous traitez dans votre domaine. Quels sont vos conseils en quelques secondes pour allier parentalité et activité salariale ? En fait, ce que je pense le plus fondamental, c'est de se poser la question de ce qu'on veut profondément. En fait, nos désirs profonds, ce qui est inscrit à l'intérieur de nous,
va mettre en priorité certaines choses et va en mettre un peu certaines de côté. C'est clair que la question financière vient aider, est juste nécessaire à se poser. Certains couples vont avoir la chance de pouvoir peut-être choisir véritablement d'avoir une mère au foyer ou d'avoir une mère qui travaille. D'autres, il y a une nécessité financière qui fait que le choix n'est pas possible. Mais je pense que outre cette capacité à se poser vraiment, à mettre en priorité ce qui est essentiel, évidemment que moi je travaille avec des jeunes, donc je vais dire la mère est extrêmement importante, le père aussi est extrêmement important, et le temps que vous ne passez pas avec votre enfant, en fait c'est un temps qu'il va aller, qu'il va utiliser pour chercher des références ailleurs que chez ses propres parents. Donc qu'est-ce qu'il va retenir? J'en sais rien, mais en tout cas ça peut être un peu un risque qu'on prend en tant que parent en tout cas. Et puis, il y a ce côté aussi où une fois qu'on a choisi, qu'on a fait des priorités, le travail, les enfants, la manière dont on veut éduquer, se dire qu'en tant que femme, qu'est-ce qui nous habite et qu'est-ce qui va honorer notre manière d'être une femme aussi? Quelle est notre vision d'être une femme? Parce qu'on a reçu une image de notre mère, de notre grand-mère, de notre histoire familiale, mais quelle est celle qu'on a envie de construire? Et finalement, en fait, en se posant juste simplement, entre guillemets simplement, ces petites questions, je trouve que ça éclaire un petit peu sur la vision de l'avenir, en fait, qu'on a envie de se donner à soi-même, mais du coup, par conséquent, à ses enfants, à sa famille, à ceux qui vont bénéficier de ces choix, en fait. Merci beaucoup Anne-Sixtine Perardel pour cette réaction à cette affiche paradoxale pour le moins et pour vos bons conseils en fin d'interview. Rentrée de la chronique consommation, et justement si vous aimez les activités manuelles, mais même si vous n'aimez pas ça car vous estimez que ça prend de la place, que ça fait des tâches, que ça met du bazar, eh bien, cette activité est malgré tout pour vous. Il s'agit d'un livret de coloriage ou de peinture à l'eau. Et quand je vous dis à l'eau, je ne parle pas des feutres qui sont censés être lavables mais qui laissent des taches partout. On ne va pas se mentir. Non, je parle d'eau qui va venir faire apparaître des couleurs sur les zones blanches du livret. Je vous montre ça tout de suite. Ça se présente de la façon suivante pour l'édition Nathan. Et sur chaque page, on a une feuille blanche qui va pouvoir faire apparaître des couleurs grâce à l'application d'eau avec un petit pinceau qui se trouve juste ici. Je le sors et je vais vous montrer. Donc ça, c'est l'édition Nathan. On a également Moulin Rôti qui a sorti une très jolie collection avec des petites zones à colorier qui obligent votre enfant de fait à être un peu précis. Donc, je vous fais une démonstration tout de suite sur l'édition Nathan de coloriage avec, donc je vais passer un coup de feutre, le feutre à eau. Donc il y a une petite capsule que l'on remplit au robinet qui se trouve donc à l'intérieur avec 0 fuite, ça ne fait pas de gouttes. Et quand on vient passer en coloriant sur la feuille, toutes les couleurs vont apparaître. Vous allez voir, c'est merveilleux. Je fais du coloriage superbement bien. Je veux dire que notre réalisateur était assez bluffé lui-même. Il l'avait essayé et avait un peu mieux colorié que moi, mais vous comprendrez l'idée très vite. Il avait merveilleusement fait les petits coquillages ainsi que le petit crabe que je vais vous montrer à l'instant. Je le colorie rapidement comme ça, vous pouvez voir le résultat. Et on a l'apparition des couleurs de cette façon. Donc je trouve ça assez génial en fait. Tout est très propre. Donc c'est magique effectivement puisque c'est au contact de l'eau que la couleur apparaît. Et puis comme ça votre enfant il peut vous dire même que maman t'as vu mon dessin il est trop beau. Oui c'est normal parce que c'est propre et que c'est bien délimité. Donc c'est 0 risque de taches sur la nappe, sur le canapé, sur vos murs, parce qu'évidemment, même si votre enfant se balade avec le stylo et le passe sur vos murs, il n'y aura pas de taches, il ne s'agit que de l'eau. Et toute autre zone, évidemment, ou lieu où votre enfant aurait jugé bon de s'exprimer. Enfin, pas de larmes pour vous, de fait. Et petit bonus, le livret est réutilisable à l'envie. Car une fois que l'eau est séchée, en fait, on peut recommencer. Alors attention quand même, quand vous fermez les pages, une fois que le livret est un peu humide, notamment si l'enfant a quand même pas mal insisté, elles peuvent coller les unes entre les autres légèrement, donc il faut se méfier de ce petit détail. Mais voilà, c'est presque disponible à l'infini, vous en avez pour une quinzaine d'utilisations. Ce qui est assez économique, et c'est pas comme les livrets de coloriage pour le coup qui eux sont recouverts de gribouillage en 2-3 mouvements par des artistes en herbe qui vous disent les mêmes quelques années plus tard.
Maman, non, je veux pas faire le coloriage parce qu'il y a des gribouillages dessus. Elle fait oui, mais ma chérie, c'est toi qui l'as fait quand tu avais 3 ans. Alors, bonus, en prime, on se prépare pour de vrai, pour la vraie peinture, hein, pour quelques années plus tard, ou quand l'enfant aura vraiment maîtrisé la technique, ou vous-même maîtrisez le lâcher-prise à fond. Moi, je suis pas encore prête, par exemple, car il faut, malgré tout, comme je vous le disais, se montrer un peu précis. On peut insister pour que l'enfant balaye les formes. Là, ici, il y a plein de motifs super sympathiques chez l'édition Nathan qui est sur le thème de la mer et des pirates. Alors, je ne sais pas si on voit très très bien, mais là, par exemple, il y a les requins, le bateau pirate ainsi qu'une petite méduse. Et donc, on peut faire comme si c'était dans les règles de l'art. Enfin bref, vous avez compris, je trouve que c'est vraiment une chouette activité à faire avec des petits. Donc, le carnet, donc il s'agit, je le rappelle, d'un moulin rôti. Une marque qui propose régulièrement vraiment des pépites, hein, on peut le dire. Mais on en trouve aussi chez Djeco et Nathan, hein, l'édition de mer que je vous ai montrée. Donc une activité qui est à faire et qui est à faire entre 2 et 5 ans, je dirais. Et ça coûte entre 9 et 13 euros selon les références. Donc n'hésitez pas à regarder selon les préférences de votre petit et ses appétences personnelles, ainsi que les vôtres, bien sûr, parce que ça compte toujours quand on achète des jeux pour les enfants. Et de ce petit livret, passons maintenant à la merveilleuse chronique lecture, parce que c'est pas tout dessiné, mais il faut lire un petit peu avec Anne-Laure Blanc et Valérie Daubigny, nos dénicheuses de produits et de pépites lecture préférées qu'on peut retrouver évidemment sur le blog Chouette un livre et 1, 2, 3 loisirs. Un petit rappel qui, à l'heure de la rentrée, nous fait tous du bien. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je viens vous présenter aujourd'hui un petit album édité par la Nouvelle Librairie Jeunesse. Alors le titre, c'est « Gauler, un petit fou au grand cœur ». Il est écrit par Vanessa Marin et illustré par Emma Lamauve, qui avait aussi illustré déjà chez nous un conte avec Cantorix. Et Gauler, alors qui est Gauler ? Eh bien, nous sommes en 1046, donc en plein Moyen-Âge. Nous sommes à la cour de Guillaume, qui n'est pas encore tout à fait le conquérant parce qu'il n'a que 19 ans. Et Gauler, c'est un petit bonhomme dont la vie aurait pu être un peu triste parce qu'il n'a pas grandi. Il est né petit, il est resté petit, il n'a pas grandi. Alors un jour, sa maman lui dit, faut quand même que j'en fasse quelque chose de mon petit Gaulet. Elle l'emmène à la cour, enfin la petite cour de Guillaume, et elle le présente pour qu'il devienne fou. Donc, qu'est-ce que c'est un fou ? Qu'est-ce que je vais faire comme fou ? Mais tu vas jongler, tu vas faire le pitre et tout le monde va s'amuser. Et au moins, tu auras, qu'est-ce que tu auras ? Une pitance, un petit coin pour dormir, tu seras au moins nourri, logé, et ça ira mieux pour toi. Et voilà que notre Gaulet, eh bien, il va surprendre un complot. Donc toute l'histoire, c'est ce complot où, évidemment, comme la période est un peu agitée, certains veulent devenir prince à la place du prince, prendre la place de Guillaume, et pendant des réjouissances, un Gaulet va sortir d'un gâteau, il va faire le pitre, mais après il entend des choses bizarres, on complote, et en pleine nuit, il va finir par sauver Guillaume. Donc c'est un petit conte, c'est pas un conte, c'est un petit roman historique, peut-être pas, parce qu'on s'adresse à des enfants, on peut leur raconter à partir de 5 ou 6 ans même. Donc, mais c'est très dynamique. Vanessa Marin, qui elle-même habite la Normandie, connaît très bien cette ambiance aussi médiévale, et les illustrations sont très amusantes, avec ce petit bonhomme dans son costume mi-parti rouge et jaune et vert, avec 3 couleurs même, et puis son chat, de page en page, on va voir un petit chat qui va se promener. Et à la fin de l'album, vous avez une toute petite chronologie, parce qu'on ne sait pas toujours très bien, on ne se souvient pas toujours très bien de ce qui s'est passé en ce milieu du XIe siècle, et vous avez même un bonus qui sont 4 coloriages. Je vous invite à les photocopier, ça n'abîmera pas le livre. Voilà, c'est Gauler, un petit fou au grand cœur, aux éditions Jeunesse de la Nouvelle Librairie. Bonne lecture. Chaplin et la trottinette. Cette fois-ci, nous partons à New York en 1929 avec un très charmant monsieur, ingénieur, un peu rêveur, qui part avec sa fille Chaplin et l'a appelée Chaplin par admiration pour le grand acteur, qui imite à la perfection ce qui amuse énormément les enfants sur le paquebot qu'ils empruntent tous les deux pour aller aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis ? Parce qu'ils cherchent des financements pour créer une trottinette à énergie solaire, on est en 1929, qu'il a inventé, il a un prototype. Le prototype disparaît sur le bateau,
Ils arrivent à New York à la veille du jeudi noir, de cet immense krach boursier qui va faire plonger toutes les entreprises et toute l'Amérique. Comment faire? Comment survivre? La mafia est là, elle a besoin de bras, c'est assez tentant pour gagner sa vie. Comment Chaplin et son papa vont-ils se tirer de toutes ces aventures à l'occasion de très belles rencontres qui nous sont racontées avec beaucoup de charme par Franck Walzer dans Chaplin et la trottinette chez Fleurus, paru en octobre 2021. 175 pages, 13,90 €, une plongée dans cette période de l'histoire où finalement très peu de romans jeunesse figurent. Donc c'est en même temps un petit cours d'histoire. Merci à vous pour votre fidélité. On ne se quitte pas sans l'image du mois que voici. L'éducation par l'exemple, une bonne résolution de rentrée spéciale Coucou Pauline, que j'aime beaucoup comme illustratrice. Exemplaire bien sûr, mais jamais trop, on reste des mamans quand même et non pas des êtres robotiques et parfaits. J'espère en tout cas que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire comme d'habitude, ainsi qu'à cliquer sur le petit pouce en l'air. Quant à moi, je vous dis à dans un mois pour un nouveau magazine des femmes et des enfants d'abord. Et à très vite sur TV Liberté, car cette rentrée s'annonce pleine de nouveautés. À bientôt.